À 4 heures du matin, un léger vrombissement secoua le téléphone ultra sécurisé. À cet instant précis, nul sur cette planète n'aurait pu imaginer que les 3 jours à venir allaient bouleverser l'équilibre stratégique entre Paris et Moscou pour longtemps, très longtemps. Monsieur le ministre annonça calmement la voix grave du général Thierry Burkhard, chef suprême des armées françaises. Une interception du Kremlin vient de tomber. Poutine prévoit une allocution télévisée dans moins de 2 heures. Et devinez quoi? C'est vous la cible. Le cornu demeura figé. Aucune parole, juste le son régulier de ses doigts, frappant légèrement le bois noble de son bureau, un réflexe que seuls les initiés reconnaissaient comme le signal d'une tempête intérieure. Le message est clair, il s'agit d'une menace directe contre vous, contre notre nation. En réaction à notre soutien militaire à l'Ukraine, on est entré dans le dur Sébastien. Depuis son palais moscovite, Poutine s'imposa soudainement sur tous les écrans du pays. Habillé d'un costume sombre aussi rigide que son regard d'acier, il reprit cette mise en scène qu'il maîtrise comme personne après un quart de siècle de règne sans partage. Mais ce matin-là, dans son ton, un infime décalage, un agacement contenu mais audible, presque trahi par sa voix. « La France ?» déclara-t-il en russe avant de marquer un silence théâtral. Son ministre des Armées, ce Lecornu, pense pouvoir s'en prendre à la Russie sans en payer le prix. Pause dramatique. Ils expédient des armes à Kiev, entraînent les troupes ukrainiennes et s'imaginent à l'abri bien au chaud, loin du front. Et puis le coup de canon verbal, sans détour. À monsieur Lecornu, je dis ceci, la mémoire russe est longue, très longue. Toutes les 6 heures, chaque projectile, chaque centime acheminé vers l'Ukraine sera inscrit. La France vient d'entrer dans un jeu extrêmement périlleux. Le discours de Poutine déclencha aussitôt une avalanche d'analyses dans toutes les capitales. Que le maître du Kremlin prenne la peine de cibler nommément un ministre étranger du jamais vu depuis des lustres. Et cela n'augurait rien de banal. À l'Élysée, l'alerte fut immédiate, réunion de crise. Autour de la table, Macron, Lecornu, Catherine Colonna aux affaires étrangères et les pontes du renseignement français. L'ambiance chargée à bloc comme un orage qui hésite à éclater. « Il veut te couper du reste du gouvernement », souffla Macron à son ministre, le regard appuyé. « T'isoler pour faire croire que tu mets la République en péril. Vieille méthode soviétique sauce KGB. » Lecornu resta impassible, puis un hochement de tête assuré. « Il a mal joué, dit-il. »« Pourquoi » demanda le président, un demi-sourire en coin. « Il pense que je vais reculer, baisser la tête, modérer notre soutien. » Grosse erreur. Il vient de me donner une raison de frapper plus fort. Catherine Colonna prit la parole, la voix mesurée mais ferme. Sébastien pensit sérieusement. Se lancer dans un bras de fer verbal avec Poutine, c'est jouer avec un incendie. Il a 1000 manières de riposter, attaque numérique, intox massive, démonstration militaire. Lecornu poussa sa chaise et se dirigea vers la vaste carte de l'Europe qui couvrait tout un pan du mur. Son regard se planta sur l'Ukraine, ce territoire meurtri, après 3 années de violence ininterrompue. « Catherine, dit-il, et je dis ça avec tout le respect que je te porte, c'est précisément cette peur constante qui l'a laissé avancer sans jamais payer le prix. En 2008, en Géorgie, on tremblait. En 2014, en Crimée, encore la même frayeur. Le Donbass, pareil. Et aujourd'hui, c'est l'ensemble de l'Ukraine qui brûle. À quel moment décide-t-on enfin de ne plus baisser les yeux? Un silence lourd s'abattit aussitôt dans la salle. Macron détaillait son ministre des Armées avec un mélange d'admiration et de crainte. Il connaissait trop bien ce regard-là. Quand Lecornu entrait dans cet état, rien ne pouvait le détourner de sa trajectoire. « Tu veux faire quoi exactement » demanda finalement le président. « Répondre » dit Lecornu sans hésitation. Pas avec des discours ni avec des signaux diplomatiques, avec du concret. Du militaire. Et tout de suite, il se tourna vers Macron. On a promis 3 milliards d'aides militaires pour 2024. Je propose qu'on en mette 6, le double, et qu'on l'annonce dans les 48 heures. Comme réplique directe aux menaces de Poutine. Un conseiller faillit recracher son café en entendant la proposition. Double? Quoi, Sébastien? C'est complètement insensé. Le budget de la défense ne tiendra jamais le choc. Mais Lecornu imperturbable balaya l'objection d'un geste. « Il tiendra. J'ai passé la nuit sur les chiffres. On mobilise les intérêts générés par les avoirs russes gelés,
On accélère la sortie du vieux matériel de l'armée de terre, celui qu'on allait remplacer de toute façon, et on en profite pour booster nos commandes industrielles. Résultat, plus d'équipements pour l'Ukraine, plus d'emplois en France. Face à lui, Macron ne disait rien. Il frottait ses doigts joints en forme de prisme, signe qu'il pesait chaque mot. « C'est un pari risqué », murmura-t-il enfin. « Non », corrigea Lecornu. « C'est un pari indispensable. Poutine est convaincu que nous sommes des Européens classiques divisés frileux, paralysés par le doute. Il faut lui faire comprendre qu'il se trompe. Et pour ça, les discours ne suffisent pas. Il faut agir. » Le silence tomba. Puis le président trancha. « Très bien. Tu pilotes tout de A à Z. Aucun détail ne doit fuiter. Chaque pièce du plan doit être verrouillée. Et le jour où tu l'annonces, ce sera propre, carré, irréprochable. » Durant les 36 heures qui précédèrent le choc annoncé, Lecornu bascula dans un état que ses collaborateurs appelaient entre eux son mode bastion. Un mode où le sommeil devenait optionnel, la délégation inexistante et chaque virgule passait sous son œil acéré. Rien ne lui échappait, pas une décision sans validation, pas une ligne sans relecture. L'équipe suivait le rythme porté par la pression et la précision. 3 fronts à gérer simultanément. Détailler pièce par pièce tout le matériel militaire à acheminer vers l'Ukraine. Monter une architecture financière solide pour prouver que l'opération tiendrait la route sans faire imploser le budget national. Et surtout, bâtir une narration implacable qui retournerait la menace du Kremlin en coup de maître stratégique pour la France. La veille de l'annonce à 23h30 précise un nom familier apparu sur son téléphone, Bruno Le Maire, mentor de la première heure. « Sébastien, j'espère que les rumeurs que j'entends ne sont que ça, des rumeurs. Tu ne vas quand même pas aller jusqu'au bout de ce que je pense. Bruno, tu sais que je ne peux pas commenter les dossiers sensibles. Ce n'est pas un dossier, c'est une mise à mort politique. Tu veux provoquer Poutine en public? Tu sais ce qu'il fait à ceux qui osent. » Lecornu garda le silence. Une inspiration lente, puis une réponse droite claire sans tremblement. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit à mes débuts quand j'étais encore qu'un petit assistant parlementaire, que dans ce métier, il y a ceux qui débitent des principes et ceux qui les incarnent. Les premiers s'inscrivent dans l'agenda, les seconds marquent les pages de l'histoire. Moi, j'ai fait mon choix. Je veux écrire l'histoire. » 9 heures tapantes le lendemain matin. Dans la salle bondée des caméras prêtes à dégainer. Des journalistes venus de partout, France, Europe, États-Unis. Même quelques Russes en exil survivants de la presse libre avaient réussi à se faufiler. L'air était chargé ce genre de tension qui précède les moments qui comptent. Sébastien Lecornu s'avança lentement vers le pupitre. Aucune fiche en main, aucun prompteur en vue. Pas besoin. Il n'avait emporté qu'une chose, sa détermination brutale et une idée claire de ce qu'il allait dire. Il planta son regard dans la salle, puis lança d'une voix ferme sans artifice « Mesdames et messieurs ». Le silence était si profond qu'on aurait pu entendre une montre tomber. Il y a 2 jours, Vladimir Poutine a prononcé mon nom. Il a voulu intimider la France. Et il m'a désigné moi comme cible. Aujourd'hui, je suis ici pour lui répondre. Directement. Les journalistes se penchèrent presque à l'unisson comme attirés par une force gravitationnelle. Ce qui se déroulait sous leurs yeux n'avait rien d'ordinaire, un ministre français défiant frontalement Vladimir Poutine, en pleine lumière sans filtre ni détour. Monsieur Poutine lança « Lecornu pense que ces menaces sont des chaînes. Qu'elle terrifie, qu'elle bloque, qu'elle fige, mais il se méprend. Chaque mot menaçant venu de Moscou ne fait qu'alimenter notre volonté d'armer l'Ukraine davantage. » Il marqua une pause, le silence devint pesant. Puis d'un ton aussi tranchant que les obus qu'il s'apprêtait à envoyer, « Voilà pourquoi aujourd'hui j'annonce que la France double son effort militaire. De 3, nous passons à 6 milliards d'euros. » Un frisson traversa la salle. Des regards s'échangèrent, des murmures se glissèrent entre les rangs, quelques sourcils grimpèrent d'un cran. Cette aide comprendra, poursuivit-il, pas moins de 518 canons Caesar, davantage que ce que notre propre armée possède, des milliers d'obus de 155 mm, des drones de reconnaissance de conception française, des missiles Scalp, des blindés des systèmes de défense aérienne, et surtout un programme massif de formation de soldats ukrainiens. En France,
chez nous. Lecornu marqua une pause. Il prit une gorgée d'eau comme pour laisser le silence s'installer un instant de plus, puis revint au micro le ton plus ferme, l'intensité grimpée d'un cran. « Monsieur Poutine, vous affirmez que la Russie a la mémoire longue. Permettez-moi de vous rafraîchir celle de la France puisque vous semblez croire que nous oublions. Mais nous non plus, nous n'effaçons rien. » Il planta son regard dans la salle. 1812. Vos troupes ont affronté Napoléon non pour des idées, mais pour survivre. 1914-1918. Russie et France côte à côte contre l'impérialisme allemand. 1944, les soldats soviétiques ont combattu pour libérer l'Europe du joug nazi. Puis sa voix se fit tranchante, mais nous avons aussi en mémoire Budapest, Vilnius, et bien d'autres villes où la botte russe a voulu écraser la liberté. À cet instant, plus personne ne griffonnait sur son carnet. Les caméras fixées. Lecornu, les stylos s'étaient arrêtés suspendus à ces mots. Vous croyez qu'en citant mon nom à la télévision et en agitant des menaces, vous allez nous faire reculer? C'est mal nous connaître. À chaque menace lancée, nous répondrons par plus d'aide à l'Ukraine. À chaque geste d'intimidation, notre engagement se renforcera. Il s'inclina légèrement vers les micros, le regard de fer. Je vais être limpide. Pour que personne, pas même à Moscou, ne se méprenne, la France ne cédera pas. Pas un mètre, pas un sou, pas une seule arme. Vous cherchez l'épreuve de force, la voilà. Nos chaînes de production crachent désormais des canons César à une cadence jamais atteinte, même notre propre armée n'en a autant en stock. Chaque mois, ce sont des dizaines de milliers d'obus qui sortent de nos usines. Des usines qui ne dorment plus, qui tournent en continu, jour et nuit. C'est ça la nouvelle réalité industrielle de l'Europe. Une économie de guerre. Et croyez-moi, ce n'est que le tout début. Il marqua une dernière pause, puis regarda droit devant lui. Alors, monsieur Poutine, si vous imaginiez qu'intimider un ministre français allait freiner quoi que ce soit, il est temps d'accepter la vérité. Vous avez commis une erreur stratégique. Vous ne nous avez pas affaiblis. Vous venez de souder notre volonté. Merci à vous. Et sans ajouter un mot, Lecornu tourna les talons. Il laissa derrière lui une salle en ébullition. Les journalistes hurlaient, des questions, mais lui n'en prit aucune. En moins d'une demi-heure, le discours était sur tous les écrans de la planète. Lecornu déclare la guerre à Poutine. Titré Le Figaro. Un ministre français défie ouvertement le Kremlin, affichait CNN. Chaque menace russe, Tusk, plus d'armes pour Kiev, résumé Riyad Daily. La vraie énigme, celle qui flottait dans toutes les têtes après le discours de Lecornu, c'était « Et maintenant, que va faire Poutine ?» On n'eut pas à attendre bien longtemps. 6 heures à peine après l'allocution du ministre français Dimitri Peskov, sortait de l'ombre pour convoquer la presse en urgence au Kremlin. Visage tendu, ton nerveux, il balança. Les propos incendiaires de M. Lecornu sont inacceptables. C'est une provocation flagrante. La Russie répondra comme il se doit pour défendre ses intérêts. Mais derrière la rhétorique, quelque chose clochait. Le ton n'était plus celui du maître du jeu sûr de lui. Il y avait dans la voix de Peskov un parfum d'inquiétude. Un glissement subtil que les experts captèrent aussitôt. Ce n'était plus Moscou qui attaquait, c'était Moscou qui réagissait. Un analyste du CS6 résuma parfaitement la scène. Cette fois, Poutine a raté sa cible. Lecornu a osé ce que très peu en Occident ont eu le cran de tenter répliquer à une menace par un sursaut de force. Et il a mis le Kremlin dans un piège, soit reculer, soit risquer une escalade qu'il n'a plus les moyens de gagner. Les 2 jours qui suivirent furent une partie d'échecs sous haute tension dans les couloirs du pouvoir parisien. L'équipe de Lecornu en alerte maximale décortiquait chaque geste venu de Moscou. Résultat, rien de fracassant. Cyberespace. Activité stable, aucune vague inhabituelle. Front militaire. Silence radio, aucune manœuvre suspecte. Propagande. Étrangement discrète pour les standards du Kremlin. Poutine, l'homme qui aimait semer la peur comme d'autres, sème le blé restait muet, inhabituellement muet. Il est à court de script, lança le général Bourcard à Lecornu lors d'un briefing confidentiel. Tu l'as pris à revers. Ce que tu as fait, il ne l'avait pas anticipé. Tu as retourné sa menace en levier. Maintenant, s'il riposte, il valide ton récit. Que chaque intimidation russe
renforce l'aide de l'Occident. Et s'il reste immobile, il a l'air faible. Pire que de perdre, il devient prévisible. Mais le plus gros tremblement ne vint pas de Moscou, mais de Berlin. À peine 12 heures après le discours du ministre français, l'Allemagne débloquait 2 milliards supplémentaires pour soutenir Kiev. La Pologne ne tarda pas à suivre 1,5 milliard, puis le Royaume-Uni en rajouta 1. Les Pays-Bas bouclèrent la série avec 500 millions. En moins d'une semaine, l'effet domino enclenché par Le Cornu transforma un discours musclé en avalanche. Plus de 12 milliards d'euros d'armement s'ajoutèrent à l'effort de guerre ukrainien. Poutine, en croyant isoler Paris, avait en réalité allumé l'étincelle d'une Europe plus soudée que jamais. À Kiev, les caméras se braquèrent sur un pupitre orné du drapeau bleu et or. Zelensky, le visage grave mais vibrant, apparut devant la presse internationale. « Je tiens à exprimer en mon nom personnel et au nom du peuple ukrainien toute notre gratitude au ministre Le Cornu », déclara-t-il avec une émotion palpable dans la voix. Il vient de prouver au monde que l'Europe n'a pas enterré son courage, que face à la tyrannie, certains leaders osent encore se lever. Mais alors que les éloges affluaient d'Ukraine à Paris, une autre question hantait les couloirs feutrés de l'Élysée et Macron dans tout ça, car son ministre de la Défense n'avait pas simplement haussé le ton. Il avait défié frontalement le Kremlin. Résultat, une onde de choc diplomatique à travers le continent. Dans les bureaux du palais présidentiel, les murmures devenaient acides. Le Cornu a franchi la ligne, glissa un conseiller. Il vient de nous plonger dans une tempête géopolitique, souffla un autre. Mais Emmanuel Macron, lui, n'entendait pas les rumeurs de panique. Son regard était ailleurs. Là où d'autres voyaient un excès, lui percevait un cap et une opportunité. Dans une interview inattendue diffusée sur France 1, Macron prit la parole avec une fermeté qui ne laissait place à aucune interprétation. Sébastien Lecornu a agi exactement comme tout ministre des Armées se doit de le faire, protéger les intérêts de la France, défendre nos valeurs même face aux menaces les plus directes. Nous ne reculons pas. Un soutien clair, visible, irréfutable. Le Cornu venait de recevoir le feu vert officiel du président. Un mois plus tard, la première colonne de camions militaires français traversait la frontière ukrainienne des canons César, flambant neufs des milliers d'obus des drones de reconnaissance et des missiles prêts à l'emploi. Les soldats ukrainiens les accueillirent en agitant des drapeaux français. Sur l'un des blindés, un pochoir avait été appliqué à la hâte, cadeau de Le Cornu à Poutine. L'image fit immédiatement le tour du web. Virale, emblématique. Elle incarnait concrètement ce qu'avaient été les mots, une réponse directe, visible et indiscutable à l'intimidation. Depuis son bureau du ministère des Armées au cœur de Paris, Le Cornu observait les images défiler sur son écran, le visage éclairé par la lueur bleutée. Le téléphone sonna Catherine Vautrin, une ancienne complice de bataille politique. « Tu viens de franchir une frontière que personne n'avait osé approcher », lança-t-elle sans préambule. « Tu as mis fin au bluff de Poutine ». Le Cornu secoua doucement la tête. Catherine, ce n'était pas du bluff, il parlait sérieusement. « Justement, répondit-elle. C'est pour ça que ta réaction était cruciale. Tu lui as montré que nous aussi, nous jouons avec le même niveau de gravité. Peut-être même avec davantage de détermination. » Un sourire discret se dessina sur le visage du ministre. « Le plus ironique, tu sais quoi ? Il était convaincu que me viser personnellement suffirait à m'intimider. Il n'a jamais compris que je ne crains pas ces menaces. Ce qui m'effraie vraiment, c'est ce qui arrivera si on le laisse aller au bout de sa logique. » 3 mois plus tard, au cœur d'un sommet automnal à Bruxelles, un échange discret fit l'effet d'un projecteur braqué sur la nouvelle réalité européenne. Dans une salle fermée au public, un diplomate russe glissa d'un ton agacé « Votre ministre français, il est devenu un véritable caillou dans la chaussure des relations entre Moscou et l'Europe. » Le représentant allemand ne laissa même pas le temps à l'ombre de s'installer. « Vous vous trompez, répondit-il calmement. Le Cornu n'est pas un obstacle, il est l'exemple à suivre. Il a montré à toute l'Europe comment répondre à vos menaces. Et nous marchons tous dans son sillage. Cette fois, plus aucun doute, Le Cornu n'était plus seulement le patron des armées françaises. Il était devenu la figure de proue de la riposte européenne face aux pressions du Kremlin.
Pendant ce temps, à Moscou, les couloirs du pouvoir avaient changé de ton. Les ricanements sur le jeune ministre français avaient disparu. À la place, un respect froid, presque contraint, s'était installé, celui qu'on accorde à un adversaire qu'on a gravement sous-estimé. Dans une réunion confidentielle, racontèrent des sources internes, Poutine lui-même aurait lâché l'écornu. « J'ai mal jugé cet homme. Il ne joue pas selon les règles habituelles. » Un général russe aurait alors répliqué avec une franchise désarmante. « C'est bien là le problème, monsieur le président. En le menaçant, on lui a offert l'occasion parfaite de devenir un héros. On a contribué à forger un symbole. C'était une erreur. Une grosse erreur. 6 mois après la première étincelle entre Paris et Moscou, les cartes du front ukrainien se redessinaient. Une vaste contre-offensive se déployait autour de Kherson et au cœur du vacarme des combats, les canons César venus de France faisaient parler leur voix métallique. Leur précision chirurgicale, leur mobilité fulgurante, leur cadence infernale, tout cela offrait aux forces ukrainiennes un net avantage. Chaque tir semblait prolonger à sa manière la ligne de conduite dictée par Lecornu. Chaque mètre de terrain libéré devenait la démonstration éclatante que la détermination pouvait terrasser la menace. Rapidement, les experts en stratégie commencèrent à théoriser ce qu'ils baptisèrent l'effet Lecornu. L'idée qu'une riposte claire, rapide et assumée aux pressions venues de Moscou soudait davantage l'Occident que des mois de prudence diplomatique. Et à Paris, le ministre poursuivait son travail avec la même énergie implacable. Mais une nouveauté avait émergé, les homologues européens l'appelaient désormais presque quotidiennement. Comment répondre aux menaces russes ? Jusqu'où aller sans risquer l'engrenage, Lecornu, lui, ne variait jamais. Avec fermeté, sans attendre, et surtout, avec des actions, pas des discours. L'industrie française de l'armement vivait une ascension fulgurante. Les carnets de commandes se remplissaient à une vitesse jamais vue et pas seulement grâce à Kiev. De Tallinn à Varsovie, de Helsinki à Vilnius, tout le monde voulait du matériel siglé « Made in France ». Les États baltes réclamaient leur propre batterie de Caesar. La Pologne négociait pour des missiles Scalp. La Finlande, elle lorgnait sur les nouveaux systèmes de défense aérienne. Et partout, la même déclaration revenait presque mot pour mot. Nous choisissons l'équipement français parce que vous avez prouvé que vous ne vous contentez pas d'en parler. Vous êtes prêts à défendre réellement les valeurs européennes. Puis 20 septembre 2025, le jour où Lecornu fut nommé Premier ministre, les réactions fusèrent. Mais celle du Kremlin attira toute l'attention. Peskov, dans son traditionnel point presse, se contenta d'un laconique « Nous prenons note de cette nomination. Pas d'ultimatum, pas d'allusion venimeuse, juste une sobriété glacée, presque contrainte. Un message clair se cachait derrière cette neutralité impeccable. Poutine avait compris. Avec Sébastien Lecornu, la menace ne fonctionnait pas. Le respect, en revanche, même arraché, devenait obligatoire. Dans les grandes écoles militaires de Washington à Tokyo, un nouveau chapitre est désormais au programme, l'affaire Lecornu. On y dissèque tout son discours, sa posture, la mécanique de sa riposte. La question centrale, comment répondre à un régime qui use de la peur comme d'une arme stratégique. Les élèves officiers passent au peigne fin chaque phrase prononcée ce jour-là, chaque choix tactique, chaque répercussion sur l'échiquier mondial. Et tous arrivent à la même conclusion: face à un autocrate, la prudence peut sembler raisonnable, mais c'est la fermeté qui protège réellement. Pendant des années, Poutine avait joué la même carte. L'Occident redoute l'escalade. Une menace suffit pour les faire reculer. Une intimidation fragilise l'OTAN. Cette méthode avait fonctionné en Géorgie. Elle avait fonctionné en Crimée. Elle avait encore fonctionné dans le Donbass. Puis un jour, il est tombé sur quelqu'un qu'il n'attendait pas. Un ministre français, jeune imprévisible, non paralysé par le réflexe diplomatique traditionnel. Un homme nourri d'histoire qui avait compris une vérité brutale: les tyrans ne respectent que la détermination sans faille. Aujourd'hui, dans les ouvrages consacrés à la guerre en Ukraine, un chapitre se détache, celui où l'Europe cesse de trembler et choisit enfin d'avancer. Le moment précis où un ministre français refuse de plier devant Vladimir Poutine et transforme une menace en moteur d'unité continentale. Ce tournant porte un nom. Ce tournant porte un discours.
et 6 mots qui désormais résonnent dans toute une doctrine militaire, chaque menace, pam, plus d'armes. Poutine pensait fissurer l'Europe. Il l'a soudée, il voulait semer la peur, il a déclenché l'adrénaline collective, il rêvait d'affaiblir, il a sans le vouloir forgé de la force. Tout ça pour une seule erreur d'analyse, il était convaincu que Sébastien Lecornu tremblerait devant lui. Il s'est lourdement trompé. Et puis dans les jours qui suivirent ce bras de fer, un phénomène inattendu se produisit. Le ministère des Armées à Paris fut littéralement submergé de lettres venues de tout le continent. Des milliers de messages, des Polonais, des Lettons, des Finlandais, même des Allemands. Tous écrivaient la même chose avec des mots simples mais chargés. « Merci d'avoir dit tout haut ce que nous pensions depuis si longtemps. » Un courrier émouvant venu d'Estonie fit particulièrement réagir l'équipe du ministre. Une femme de 87 ans ancienne, survivante de l'occupation soviétique, avait écrit de sa main tremblante « J'ai connu la peur de vivre sous l'ombre russe. J'ai cru que l'Europe de l'Ouest avait oublié cette menace. Le ministre Lecornu m'a montré que je me trompais. » Ces mots, un véritable rappel de ce que représente le courage politique quand il est sincère. Dans le bureau de Lecornu, les enveloppes formaient désormais des piles entières, presque des murs de papier. Ses collaborateurs proposaient de tout classer soigneusement dans des archives numériques, mais il refusa net. « Non, j'en lirai quelques-unes chaque jour, disait-il. Ces gens-là ont compris l'essentiel, si on plie aujourd'hui, on pliera pour toujours. » Parmi ces messages, l'un bouleversa particulièrement l'équipe. Un ancien combattant ukrainien blessé gravement lors des affrontements à Bakhmout avait envoyé une simple photo. On le voyait debout, appuyé sur un canon de César, le bras immobilisé dans une écharpe, mais avec un sourire immense. Au verso de l'image, une phrase écrite dans un français maladroit mais bouleversant. « Ce canon a sauvé ma brigade. Merci, France. » Un message court brut mais plus puissant que tous les discours. « Merci, Lecornu, vous êtes notre héros. » Ce genre de message arrivait par centaines. L'enthousiasme populaire était réel, presque palpable. Mais l'admiration n'était pas universelle. Dans certains cercles feutrés de la diplomatie française, les sourcils se fronçaient. Lors d'un dîner chic dans un appartement haussmannien, un ancien ambassadeur lâcha entre deux gorgées de Bordeaux Lecornu, un vrai cow-boy. Il s'amuse avec des allumettes à côté d'un baril de poudre. Une confrontation avec la Russie, ce serait un désastre. Les mots étaient chuchotés, mais la critique était nette. Pour certains, le ministre allait trop loin, trop vite, trop fort. Les critiques ne restèrent pas confinées au salon feutré. Bientôt, certains médias s'en emparèrent. Dans Le Monde diplomatique, un éditorial au titre cinglant fit réagir « Lecornu, une escalade périlleuse ». Selon l'article, répondre frontalement au Kremlin risquait de verrouiller les voies diplomatiques encore ouvertes. Lecornu lui prit le temps d'écouter. Puis, invité sur France Inter, il répondit sans détour « On me parle d'escalade, mais qui a commencé? C'est Poutine qui a choisi de m'attaquer publiquement. » Il marqua une légère pause avant de trancher. « Certains préféreraient que je baisse les yeux, que je laisse passer l'intimidation comme si c'était normal. Mais face à un tyran, le silence n'est pas de la prudence, c'est de la lâcheté. » Une phrase qui fit instantanément le tour des réseaux. Ces paroles pouvaient sembler brutales, mais elles trouvaient un écho massif dans la population. Les derniers sondages étaient sans appel, près de 7 Français sur 10 approuvaient la manière dont Lecornu avait répondu à Poutine. Une adhésion forte, presque inattendue, qui montrait à quel point le rapport de force avait changé. Et pendant que l'opinion se cristallisait, un phénomène plus discret, mais autrement stratégique, se produisait dans les capitales européennes. Dans les conversations en marge des sommets, dans les couloirs des ministères, un ton nouveau s'installait. Les responsables de la défense, longtemps prudents, parfois paralysés à l'idée de provoquer Moscou, commençaient à adopter une posture plus affirmée, une fermeté assumée, un vocabulaire plus tranchant, une Europe moins intimidée. L'effet Lecornu se propageait doucement mais sûrement. Durant une conférence solennelle à Berlin, Boris Pistorius, le ministre allemand de la Défense, prit la parole avec un sérieux rare. Il affirma que la méthode Lecornu avait prouvé qu'on pouvait afficher de la fermeté sans tomber dans la provocation gratuite, protéger ses intérêts sans jouer au pyromane diplomatique.
Et il ajouta presque comme une évidence nouvelle, l'Allemagne ferait bien de s'inspirer de cette ligne de conduite. Mais c'est à Varsovie que la scène devint carrément historique. Lorsqu'il posa le pied en Pologne, le Cornu fut accueilli comme un héros revenu du front. Des foules entières l'attendaient devant le ministère de la Défense polonais agitant des drapeaux français et polonais comme lors d'un match décisif. Au milieu des cris et des applaudissements, on pouvait lire des pancartes peintes à la main « Le Cornu, notre De Gaulle moderne ». Merci d'avoir porté le bouclier de l'Europe. Une ovation improbable, mais révélatrice. Pour un homme habitué aux discussions feutrées derrière des portes closes, la scène avait quelque chose d'irréel. Son équivalent polonais Mariusz Błaszczak lui serra la main avec la gravité d'un soldat revenant du front et déclara « Vous avez accompli ce que bien peu osent tenter. Vous avez fixé le regard du démon russe et vous n'avez pas vacillé. » Le Cornu esquissa un sourire sobre avant de répondre « Personne ne connaît mieux que la Pologne ce que signifie partager une frontière avec la Russie. Votre détermination nourrit la nôtre. » Puis survint le moment où sa stratégie allait être mise à l'épreuve comme jamais. Presque 2 ans après son discours historique, le Kremlin lança une offensive numérique gigantesque contre la France. Les hôpitaux, les réseaux d'énergie, les transports, tout fut frappé au même instant comme si un interrupteur géant avait été abaissé. L'opération était trop précise, trop synchronisée pour laisser le moindre doute. C'était la signature typique des services secrets russes. Poutine avait choisi sa réponse, pas des tanks, pas des missiles, mais une attaque silencieuse, invisible et pourtant capable de paralyser un pays entier. Dans le bunker stratégique de l'Élysée, l'air était aussi dense que le silence. Autour de la table ovale, Macron, le Cornu et les patrons des services de cybersécurité, tous rassemblés dans une réunion improvisée. Le directeur de la NSSI prit la parole, les épaules tendues. « Nous avons neutralisé près de 90% de l'assaut numérique. Quelques systèmes ont été touchés, rien d'irrémédiable, mais assez pour laisser des traces. » Les yeux se braquèrent naturellement sur le Cornu. Certains s'attendaient presque à une justification, peut-être même à un mea culpa timide. Mais il resta droit, impassible. « C'est exactement le piège qu'il tente de nous tendre, » déclara-t-il d'un ton posé. « Faire croire que tout ça est ma faute, que si j'avais choisi la mollesse plutôt que la fermeté, la Russie serait restée tranquille. C'est faux et il le sait. » Il s'avança vers la fenêtre où la Seine reflétait les lumières de la ville. « Poutine aurait frappé, quoi qu'il arrive. Pas à cause de mes paroles, mais parce que nous soutenons l'Ukraine. Cette cyberattaque n'est pas une conséquence de ma réaction, elle était inévitable. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, toute l'Europe voit clairement qui attaque et qui se défend. » Macron hocha lentement la tête, les doigts croisés devant lui. « Ah très bien, alors comment réplique-t-on » Le Cornu n'hésita pas une seconde. « On passe à la vitesse supérieure. Nous allons tripler les crédits dédiés à la cybersécurité, ouvrir nos outils à l'ensemble de l'Union européenne et mettre en place un véritable rempart numérique continental. Et surtout, on l'annonce publiquement. On dit exactement pourquoi on le fait et qui nous force à le faire. » La ligne stratégique devint limpide. Chaque offensive de Moscou deviendrait un argument pour renforcer davantage l'Europe. Poutine n'était plus face à un ministre trop audacieux à ses yeux, mais face à une mécanique européenne qui se durcissait à mesure qu'il tentait de l'intimider. Dans les jours qui suivirent l'assaut numérique contre la France, plusieurs capitales européennes signalèrent à leur tour des tentatives d'intrusion comparables. Pourtant, grâce au réseau d'alerte mis en place par Paris et au flux constant d'informations techniques circulant entre les États, la quasi-totalité de ces offensives fut désamorcée avant même d'éclater. Ironiquement, l'attaque qui visait à fissurer l'Union venait d'accomplir ce qu'aucun traité bruxellois n'avait réussi à imposer, une coopération cybernétique sincère, immédiate, efficace. Le comble de l'histoire, lança la première ministre estonienne lors d'un sommet extraordinaire, c'est que Poutine espérait fracturer l'Europe en ciblant la France. Et il a réussi exactement l'inverse, nous voilà soudés comme jamais. Puis, 6 mois après la déclaration de Le Cornu, survint un événement que personne n'avait anticipé, la défection d'Andreï Gourouliev, ancien général russe. Lors d'un briefing discret organisé par les services français, il livra un témoignage stupéfiant. Lorsque Poutine a choisi de s'en prendre publiquement à Le Cornu,
expliqua-t-il. Presque tout son entourage lui a supplié d'y renoncer. Mais il n'écoutait personne. Il répétait que les Français n'auraient pas le courage de tenir tête. Selon lui, ces gens-là préfèrent un bon Bordeaux et un plateau de fromage à un affrontement. Ce qu'il refusait d'admettre, c'est qu'un peuple peut chérir la paix, tout en étant résolu à se battre pour la préserver. Les confidences de Gourouliev firent l'effet d'un séisme diplomatique. Elles mettaient en lumière ce que beaucoup pressentaient. Sans pouvoir le prouver, Poutine avait commis une erreur fondamentale de jugement. Il avait pris l'Europe de haut, et cette arrogance s'était retournée contre lui, fracturant sa stratégie au lieu de fracturer l'Union. À l'automne 2025, au cours d'un dîner confidentiel dans un salon feutré de l'Élysée, Macron et Lecornu évoquèrent ce tournant géopolitique. « Sébastien, tu réalises que te nommer Premier ministre va provoquer une vague de crispation à Moscou », glissa le président en posant son verre. Lecornu haussa légèrement les épaules. Emmanuel, à ce stade, le moindre geste de notre part déclenche une réaction du Kremlin. La question n'est plus de savoir comment l'éviter, mais comment transformer chaque réaction russe en un avantage pour l'Europe. Un sourire amusé traversa le visage du chef de l'État. « Tu as beaucoup mûri, le jeune ministre que tu étais en 2017 n'aurait jamais formulé ça de cette manière. » « Le contexte d'alors n'était pas le même, » répondit calmement Lecornu. « En 2017, on espérait encore une Russie partenaire. Aujourd'hui, nous devons admettre qu'elle s'est positionnée comme un rival. Comprendre cela change toute l'équation. » Lorsque la nomination de Lecornu à Matignon fut rendue publique le 9 septembre, les réactions étrangères ne tardèrent pas. À Washington, le département d'État salua l'arrivée d'un dirigeant dont la fermeté face aux agressions fait écho à nos propres valeurs. À Londres, le Premier ministre décrocha lui-même son téléphone pour présenter ses félicitations. À Kiev, Zelensky se contenta d'un message bref mais tonitruant. « La France a choisi la force. L'Ukraine applaudit. » À Moscou, en revanche, ce fut d'abord un vide glaçant. 2 jours sans un mot. Puis la réaction officielle de Peskov tomba. « Nous prenons note. » 3 syllabes, rien d'autre. Peut-être la réponse la plus éloquente de toutes. Plus aucune menace, plus aucune bravade. Le Kremlin avait finalement compris que Sébastien Lecornu n'était pas de ceux qu'on intimide avec des déclarations tonitruantes. Aujourd'hui, dans les amphithéâtres de West Point, de Sandhurst ou de Saint-Cyr, son affrontement avec Poutine est devenu un cas d'école. On y décortique comment tenir tête à la rhétorique autoritaire, comment transformer un acte hostile en atout stratégique et surtout comment préserver la cohésion quand un adversaire cherche à la briser. Lecornu résumait sa doctrine en une phrase devenue célèbre prononcée lors d'une conférence à Sciences Po. « Les autocrates passent leur temps à jauger nos failles. Quand nous nous taisons, ils y voient l'aveu de la faiblesse. Quand nous hésitons, ils y lisent une permission. La seule réponse qu'ils prennent réellement au sérieux, c'est une détermination qui ne vacille jamais. » Dans l'amphithéâtre, une main se leva. « Monsieur le Premier ministre, n'avez-vous jamais craint que votre fermeté déclenche une escalade incontrôlable ?» Il resta silencieux quelques secondes, puis répondit avec gravité. « Bien sûr que la peur était là. Quiconque prétendrait ne rien ressentir serait inconscient. Mais ce qui m'effrayait davantage encore, c'était le scénario où nous restions passifs. L'histoire est claire, chaque fois qu'on tente d'amadouer un dictateur, on ne gagne pas la paix, on repousse simplement une guerre qui sera plus large, plus violente. » Il laissa flotter un silence lourd avant de reprendre. « En 1938, Chamberlain est revenu de Munich persuadé d'avoir ramené la paix. 1 an plus tard, le monde entier sombrait dans l'horreur. Pourquoi ? Parce que Hitler n'a vu dans cette concession qu'un signe de faiblesse. J'ai étudié cet épisode jusqu'à l'obsession. C'est une erreur que je refuse de voir se reproduire. » Selon plusieurs services de renseignement occidentaux, un dossier confidentiel circule désormais dans les archives du Kremlin. Son intitulé est sans ambiguïté « Le dossier Lecornu ». Des centaines de pages tentent d'y décrire comment réduire l'influence du Premier ministre français. Mais toutes les hypothèses se heurtent au même mur, l'homme échappe aux méthodes traditionnelles. Impossible de lui faire peur. Impossible de l'acheter. Impossible de l'amener là où Moscou veut l'amener. Un analyste russe aurait d'ailleurs écrit dans une note interne « Lecornu incarne une nouvelle génération de dirigeants européens. Son absence totale de crainte vis-à-vis du Kremlin est contagieuse.
Et d'autres ministres s'en inspirent déjà. Pour la Fédération de Russie, c'est une menace stratégique d'un genre inédit. L'observation des années 2024 et 2025 confirmait ce que les analystes russes redoutaient, le discours européen s'était métamorphosé. Peu à peu, les termes autrefois dominants, dialogue, déescalade, compromis, disparurent des communiqués officiels. À leur place s'imposait désormais dissuasion, résilience, fermeté. Ce glissement lexical révélait un bouleversement plus profond, encore un changement d'état d'esprit. Et au cœur de cette mutation comme un point de bascule, se tenait l'exemple de Sébastien Lecornu. L'histoire pourtant n'a pas livré sa conclusion. Poutine demeure au Kremlin. L'Ukraine lutte toujours pour sa survie. Les relations entre Moscou et l'Occident restent explosives à la limite du tolérable. Mais un élément fondamental à virer de bord l'Europe ne parle plus depuis la peur. Elle ne recule plus. Elle a découvert qu'entre la capitulation et l'affrontement direct existe une voie intermédiaire, celle d'une détermination si solide qu'elle dissuade l'agression avant même qu'elle ne surgisse. Lors de sa toute première déclaration de politique générale, Lecornu avait résumé sa vision en quelques phrases qui firent date. « La France ne désire pas le conflit, mais elle n'en tremble pas non plus. Notre aspiration va à la paix, certes, mais pas à n'importe quelle paix. Ni celle imposée par la peur, ni celle qui s'obtient en s'agenouillant. Nous voulons la paix qui s'appuie sur la liberté, et cette paix-là, il faut parfois la défendre, les armes à la main. » Ces mots traversèrent le continent comme une onde de choc. Ils donnaient le ton d'une nouvelle époque, celle où les démocraties européennes se rappelaient une vérité qu'elles avaient laissé s'assoupir, la liberté n'est jamais gratuite, et son prix même élevé mérite toujours d'être payé. Vladimir Poutine avait voulu faire de Sébastien Lecornu un avertissement vivant, et il y était parvenu, mais d'une façon que même le Kremlin n'aurait jamais anticipée. Car oui, Lecornu était devenu un symbole non pas de soumission, mais d'audace, de sang-froid et d'insoumission face à la menace. Un modèle que d'autres responsables commençaient à imiter, un précédent capable de remodeler l'équilibre européen pour de longues années. Et tout cela avait commencé presque banalement à 04h17 dans un bureau encore plongé dans la nuit. Un téléphone sécurisé avait vibré. L'homme qui décrocha choisit alors la seule option que Poutine n'avait pas prévue, il refusa d'avoir peur.